avez également le projet colonial voulait apporter la civilisation aux sauvages, donc terme que vous avez dit ne pas vouloir employer mais qui avait été traduit comme tel dans le monde. Et le second point, c'était également qu'est-ce que la France a fait aux Africains? Elle ne leur a fait que du bien. Alors il y a ces deux points-là. Très bien. Donc effectivement, et vous en étiez excusé. Donc, non, je m'en suis expliqué à ce sujet dans le monde. On a entendu après sur RCJ que vous ne vous en excusiez pas. Alors je voulais savoir, sur ces points-là, où vous en étiez aujourd'hui, est-ce que vous aviez à exprimer à ce sujet? Merci, si j'ose dire, de cette question. Si vous voulez, je vous reçois aujourd'hui avec un sentiment mélangé. Je suis heureux que vous me donniez cette occasion de dialoguer avec vous. Je veux lever les malentendus. Et je suis en même temps désespéré parce que, quels que soient mes efforts, ça recommence. Et je me dis peut-être que grâce à notre entretien, ça va s'arrêter, ou en tout cas, je m'adresse aux gens de bonne volonté. Et je sais évidemment qu'il y en a parmi ceux qui visitent votre site. Alors, d'abord, je ne me suis pas excusé. J'ai dit que le personnage né du montage de citations du Monde était un type odieux, un sale con à qui je ne serrerai pas la main. Bien, donc je ne peux pas m'excuser en son nom. C'est pas moi. Et je dis, lui d'ailleurs, il s'excuserait pas, tellement il est con. Mais alors je vais revenir à ce que j'ai vraiment dit et pensé. Je me suis mis dans la perspective des Lumières. J'ai dit, le projet des Lumières n'était pas un projet génocidaire. Ce n'était pas un projet génocidaire. C'était un projet d'émancipation de tous les hommes. Oui, les sauvages, c'était la langue des Lumières. Et vous savez d'ailleurs quel usage les Lumières ont fait du sauvage, puisqu'il leur a donné aussi une sorte de point de vue du dehors. C'est le bon sauvage que les Lumières, avec Rousseau, mais pas seulement, avec Diderot, ont opposé aux impasses de la civilisation. Mais non, mais les Lumières, disons, plus fières d'elles-mêmes, étaient dans la perspective d'éduquer ceux qu'elles appelaient les sauvages. Donc je reprenais leur langage, non pas le mien, mais le leur. Donc je mettais le mot, évidemment, entre guillemets. Je sais, moi, car depuis les Lumières et l'ethnologie, il y a eu Lévi-Strauss, il y a eu Aimé Césaire, il y a eu beaucoup de choses, donc je sais, moi, que l'opposition civilisation sauvage ne tient pas, qu'il y a des cultures. Je le sais. Les Lumières ne le savaient pas. Elles pensaient la civilisation comme si vous voulez, le nouveau sacré. Elles s'assignaient un rôle missionnaire, se répandre partout sur la terre. Donc, c'était des guillemets, c'était un langage qui n'était pas le mien, et que je reprenais parce que je me mettais dans la perspective des Lumières. Donc voilà, les guillemets ont disparu, et j'avais l'air de parler des sauvages. C'est absurde. C'est totalement absurde. J'ai un peu plus, quand même, de sensibilité et d'éducation que ça. Ça, c'est... Vous avez quand même parlé dans les propos qu'on vous tenait, vous auriez quand même parlé des bienfaits qui auraient été apportés à ces gens. Non, là encore une fois, ça a été complètement décontextualisé. Je ne pense pas que le colonialisme soit réductible au crime. Et d'ailleurs, les militants anticolonialistes et les historiens anticolonialistes ne le pensent pas non plus. Olivier Le Courgon-Maison fait cette équation colonisé-exterminé, mais Claude Lieuzu, qui est un des plus grands écrivains de la colonisation, refuse de parler en ces termes. Il dit que la colonisation a été un phénomène ambigu et terrible. Donc je ne nie pas qu'il ait été terrible. Mais quand je parle quand je compare la situation de ma famille à la situation des Noirs, je parle des immigrés, ou je parle de ceux qui sont venus s'établir en France. Quand il s'agit d'Antillais, ce ne sont pas des immigrés puisqu'ils sont français. Et je dis, la situation est tout à fait différente pour ceux-là. Et pourquoi le dis-je? Parce que il me semble que la France aujourd'hui ne mérite pas la haine qu'elle prend en pleine figure. C'est un pays haï, mais ce n'est pas vraiment un pays haineux. Et je dis, moi, j'aurais très bien pu être éduqué dans la haine. Parce que mon père a été déporté de France. Billet vert, avant la rafle du Veldiv. Il va
à Beaune-la-Rolande. De Beaune-la-Rolande, il est transféré à Drancy, de Drancy à Auschwitz. Et sa chance, c'est d'avoir été un des premiers déportés et de parler polonais. Il a pu échapper aux travaux les plus durs. Mais il a fait 3 ans de camp de concentration. Mes grands-parents ont été livrés par un passeur. Et ils sont partis de Bordeaux. C'était un des trains Papon, je l'ai appelé pendant le procès Papon. Et ils ne sont jamais revenus. Et mon père s'est trouvé dans cette situation incroyable. Il rentre d'Auschwitz, il est dans un hôtel, son frère va le voir, qui s'était lui réfugié en zone libre, et son frère lui dit « Oh, écoute, maintenant tu es arrivé, mais j'attends nos parents. » Et mon père lui demande « Qu'est-il arrivé à nos parents ?» Et son frère lui dit « Ben, ils ont été comme toi, ils ont été déportés à Auschwitz. » Et c'est apprenant cela, mon père qui dit à son frère « Alors ils ne reviendront pas. » Voilà ce que j'ai appris tout de suite. Et évidemment, mon père avait une certaine méfiance. Il disait les Français, alors qu'il était français, pour les autres Français. Mais il ne m'a pas éduqué dans la haine. En tout cas, il m'a éduqué dans le respect de la République et de l'école. À l'école, il fallait que je me débrouille, que je travaille, mais je n'avais aucun grief à faire valoir pour précisément me sentir intégré. Voilà, et c'est ça que j'ai voulu dire. C'est seulement cela. Si je prends la situation de l'immigré qui a été mon père dans les années 30, à cause de ce qui s'est passé avec la solution finale, et la situation, soit des Antillais, soit des immigrés qui vivent aujourd'hui en France, je dis qu'en effet, c'est incomparable. Mais si en revanche, il s'agit de parler du bilan de la colonisation, alors ma phrase n'a strictement aucun sens. Elle est ignoble, elle est débile. Je sais ce qu'a été le racisme de la colonisation, de certains colons, pas de Camus, il y avait aussi des pauvres, mais ce qu'a été racisme, je sais ce qu'a été la répression de l'armée française, je sais ce qu'a été Sétif, je sais ce qu'a été la bataille d'Alger, je sais tout ça. Donc évidemment, s'il s'agit de la colonisation, ma phrase n'a aucun sens. Mais elle parlait d'une chose très précise et elle voulait retirer cet alibi que certains donnent à la haine. Et donner un alibi à la haine, c'est rendre un très mauvais service à ces jeunes à la dérive. Moi, je dis, il faut leur faire honte. Mais si je dis leur faire honte, c'est pas pour les stigmatiser. C'est pas pour dire, ils ont brûlé des autobus, je vais les stigmatiser. Non. C'est pour leur donner des repères, pour leur fixer les règles du jeu. Et je pense, moi, que faire honte, c'est tendre la main. Faire gloire, comme la jet-set, comme le showbiz, c'est au contraire les abandonner à leur marasme. Parce que il y a quand même quelque chose d'étonnant. C'est l'admiration des gens les plus friqués et les mieux protégés, qui vivent dans de véritables coffres-forts, pour ces jeunes qui brûlent des voitures ou des écoles, ou des gymnases, ou des crèches, ou des autobus. Hein? Quand Mathieu Kassovitz et Claude Chabrol applaudissent et en redemandent, moi, je suis écœuré, et je pense qu'ils rendent le pire service à ces jeunes. Je me sens, moi, plus utile, si vous voulez, et plus compatissant que la culture Canal+. Alors justement, vous parlez des violences, ça nous permet de rebondir sur un des thèmes où c'était pas un quotidien étranger que vous vous êtes adressé, c'est celui des violences urbaines dans lesquelles, quand on lit vos propos, vous nous direz si c'est un problème de compréhension, on a l'impression que vous gommez la dimension sociale des choses pour ne retenir que la composante raciale. Vous avez été l'un des signataires de la pétition contre les ratonnades anti-blancs. Donc, est-ce que là aussi on vous a mal compris ou c'était bien Écoutez, votre pensée sur ce point de vue-là et sur ce que vous appelez l'islamisation à la française? Vous n'hésitez pas à parler de Farrakhan. Non, ça, j'ai dit et redit qu'il n'y avait aucun islamiste derrière les émeutiers. Donc ce n'est pas un phénomène d'islamisation. Mais voyez le paradoxe. Il y a des gens qui ont dit seule la dimension sociale existe, et qui ont même dit qu'on ne devait pas voir ce qu'on voyait. C'est-à-dire, on voyait une majorité d'émeutiers noirs et d'émeutiers maghrébins, le dire et le voir, c'était déjà coupable, c'était déjà raciste. Et Michel Fiedjorka l'a dit à plusieurs reprises contre moi sur toutes sortes de médias. Et les mêmes ont dit c'est social. Ah bon?
Alors, si c'est social, et purement social, pourquoi dit-on que pour en sortir, il faut... Non, premièrement, il faut en effet changer notre vision de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Un mouvement social ne demande pas ça. Pourquoi faut-il assurer une meilleure représentation des minorités visibles dans l'espace public, à l'Assemblée nationale et à la télévision? Un mouvement social ne demande pas ça. Donc c'est un mouvement social auquel on pense pouvoir répondre par des mesures de discrimination positive. On se fout de ma gueule. Oui, mais on se fout de ma gueule. Vous opposez, c'est-à-dire qu'un mouvement, c'est pas vous que je l'apprendrai, peut avoir plusieurs causes. Mais il peut y avoir des causes. C'est-à-dire, ce qu'on aimerait comprendre, c'est de votre. Quand on dit c'est social, ça veut dire qu'ils estiment que c'est à 90% social. Donc vous, dans votre esprit, c'est à 90% racial, c'est un mouvement... Écoutez, d'abord, il y a un certain nombre de gens qui ont fait l'éloge de ces émeutes en les rapprochant des mouvements, des soulèvements américains, notamment Yann Moulier-Boutang, sur le soulèvement des Bédouins, et qui ont dit que ce sont des émeutes raciales. D'autres, comme Emmanuel Todd, ont dit ce sont des émeutes raciales pour l'égalité. Et comme il disait, c'est pour l'égalité, donc personne ne leur a cherché noise. Moi, j'ai dit, ce sont des émeutes raciales, et je ne les ai pas justifiées. Si vous dites c'est des émeutes raciales, et vous ne les justifiez pas, dans le discours de la doxa, vous êtes raciste. Je m'inquiète, moi, effectivement, de cette haine dont la France est l'objet, cette haine qu'on entend dans un certain nombre de textes de rap, quand on fait rimer Paname avec Napalm, quand on dit la France baise-la comme une salope. C'est des choses qu'on entend. Là, c'est un rappeur vraiment très très peu connu. Écoutez, oui, bon, non, faut pas. Vous savez qu'il y a des choses sur Internet encore bien plus épouvantables que ça, et que de manière générale, comment dire, pas simplement il y a un lien consubstantiel du rap et de la violence, puisque c'est une violence dans le rythme. Qu'est-ce que la musique? C'est la mélodie. Il n'y a plus de mélodie. Il y a une vocifération monotone. Or, je réclame le droit de faire une critique esthétique et une critique politique du rap. En plus, il y a Eminem, il y a un certain nombre de rappeurs blancs, donc on ne va pas m'expliquer que c'est tombé dans le racisme que de faire une critique du rap. Mais toute cette violence-là doit être regardée en face, et tout ce que j'essaie de dire, c'est que les Blancs, les Français, de souche, les Européens, n'ont pas le monopole du racisme. Ils avaient le monopole de l'antisémitisme idéologique. Ils ne l'ont plus. C'est pas ma faute. Dieudonné, en France, Farrakhan et d'autres, leur ont disputé ce monopole. Ils ne l'ont plus. Ont-ils le monopole du racisme? Non. Quand vous voyez des descentes où des jeunes visent d'autres jeunes parce qu'ils ont des visages blafards et parce qu'on veut leur piquer leur portable, qu'est-ce que c'est d'autre que des espèces de ratonnades? Mais le dire, si je dis cela, je ne dis pas. Si on dit les lepénistes ou les skinheads sont racistes, on ne dit pas que le peuple blanc est raciste. On ne dit pas les blancs sont racistes. On dit il y a un racisme en France, un racisme anti-maghrébin, anti-noir, dont je sais qu'il existe, dont je sais qu'il fait la vie très difficile à un certain nombre de gens de bonne volonté qui, lorsqu'ils veulent un logement, par exemple, ont beaucoup de mal à l'obtenir, qui subissent aussi la discrimination à l'embauche. Et ça, je le sais, et ça existe. Mais si, d'un autre côté, le racisme existe aussi, alors il faut pouvoir le dire. On ne peut pas faire de l'antiracisme un bouclier. C'est tout. On ne peut pas faire de l'antiracisme un bouclier. Encore une fois, c'est un privilège, hélas, très également. Ce n'est pas un privilège, justement. Ce n'est pas un apanage. C'est une tentation que toute l'humanité, dans laquelle tous les groupes humains peuvent tomber à un moment ou à un autre. Justement, j'aimerais que vous précisiez deux choses, parce que quand vous dites que les émeutes ont une dimension raciale importante, donc, puisque vous contestez la dimension sociale, comment vous arrivez à justifier que ce sont des jeunes, certes noirs ou maghrébins, mais uniquement ceux qui vivent dans les quartiers? C'est-à-dire que dans les événements dont vous parlez, on n'a pas vu des cadres noirs de la Défense
venir D'accord. voler des portables, Et des on a choses comme vu ça. également des jeunes Et- blancs des cités qui étaient... Voilà. Oui, il y en Ça, avait, c'est le il y en premier- avait. Ça, c'est le premier Bien point. sûr. Ça, c'est le premier Est-ce point. qu'il n'est pas, il n'est pas faux de dire que effectivement il y a plus de Noirs et d'Arabes en proportion qui sont pauvres et donc qui vivent dans les cités? C'est pas sûr, je crois pas, je ne suis pas sûr qu'on puisse raisonner comme cela. Le problème est plus grave parce que, comme le dit Michel Tribala, on assiste dans certains quartiers à un phénomène de substitution démographique et parce que des gens, en effet, d'origine française ou d'origine européenne, s'en vont. Ils s'en vont, et je ne suis pas sûr que ce soit leur propre racisme qui les conduise à quitter ces quartiers, quelquefois à quitter ces communes et à quitter ces départements. La question est beaucoup plus vaste que cela. Mais simplement, en disant, moi, comment dire, il y a une dimension sociale, d'accord, c'est vrai. Ces gens sont pauvres. S'ils étaient des cadres, s'ils avaient réussi leurs études, et quand ils ont réussi leurs études, quand ils sont cadres, ils n'ont vraiment pas l'idée de descendre dans la rue pour incendier la voiture de leurs voisins. Mais premièrement, cette explication sociale n'est pas une excuse. Or, on n'invoque le social que en se plaçant dans la logique de l'excuse. Et on n'est plus dans le discours de la responsabilité, dans le discours de la causalité. Ils sont pauvres, donc. Et moi je dis, ils sont pauvres, et alors? Depuis quand la misère, depuis quand la révolte en passe-t-elle par l'incendie des voitures des voisins, des autobus et des écoles? Le cœur de l'humanisme doit battre pour l'école et pas pour les incendiaires de l'école. Mais surtout, je vois, si vous voulez, d'où tout cela procède. Et je pense que les sociologues ont une responsabilité. Donc, parce que moi je dis, je veux leur tendre la main. Je veux leur tendre la main. Ma dureté est inspirée par un souci du vivre ensemble, même si je suis de plus en plus inquiet quant à ce vivre ensemble. Les sociologues, eux, font tout autre chose. Justement, ils justifient, ils légitiment leur posture d'ayant droit. Parce que qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend, voilà, il y a des enfants de la bourgeoisie, ils vivent là, dans ces quartiers, leurs parents, et qu'est-ce qui va leur arriver à ces enfants? Ils vont aller dans les grands lycées, puis ils vont faire de belles études, puis une fois qu'ils ont fait de belles études, ils auront des bons postes. Puis il y a des enfants des pauvres qui sont maintenant... En tout cas, en termes de pourcentage, vous Oui, savez mais que... attends, c'est vrai. et alors? Non, d'abord, c'est pas comme ça du tout, mais c'est pas vrai en ce sens. Et puis, il y a les enfants des pauvres, eux, ils vont à la Courneuve, ils vont à Garges-les-Gonesse, dans les ZEP, et ils n'ont aucune chance. C'est faux. C'est vrai et c'est faux, mais c'est complètement faux. Le lycée Henri IV n'est pas loin d'ici. C'est devenu un lycée sélectif, pour des raisons qui tiennent d'ailleurs à la déchéance complète de l'enseignement secondaire en France, à son écoulement, à son effondrement. Et donc on a quand même laissé, si vous voulez, subsister des enclaves d'exigence, parce qu'il faut bien quand même que la France produise des élites. On ne peut pas se laisser complètement mourir. Et donc, la sélection qu'on a abolie avec les pires effets ailleurs, on la maintient là. Ce qui veut dire quoi? 90% des enfants de cette bourgeoisie qui habitent ici, ou qui habitent Paris intramuros, ne vont pas au lycée Henri IV parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ne sont pas assez bons. Et ceux qui y vont, ils n'y vont pas parce qu'ils sont décoiffés, ils y vont parce qu'ils travaillent comme des chiens. Et or, on crée, si vous voulez, une image selon laquelle... Et en plus, on dit, les mêmes ajoutent que l'échec scolaire. Tout le monde dit, il faut lutter contre l'échec scolaire. Comme si c'était l'échec de l'école, non pas l'échec de l'élève. Moyennant quoi, l'élève notamment des zones défavorisées, il est à la fois comme un produit et comme un client. L'école fabrique le produit est défectueux, il a 2, 3, 5, 10, il n'a pas de bonne note, il a le bac mais ça ne lui sert à rien, etc. Bon, le client a le droit de respecter, avec ses parents. Il respecte contre le redoublement, il respecte contre les notes, il respecte avec des avocats. Et puis, une fois, quand il a marre de respecter, il brûle les écoles. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que de toute façon, à quelque niveau que ce soit, il faut un effort, il faut un travail de l'élève. Et vous savez très bien que l'une des raisons pour lesquelles les gens sont tirés vers le bas, à Garges-les-Gonesse ou ailleurs, et l'une des raisons pour lesquelles des parents s'enfuient, c'est parce que les bons élèves
sont traités de bouffons. Vous savez ou vous devez savoir que l'échec collectif est beaucoup plus facile à assumer que l'échec individuel. Et que quand toute une classe s'installe dans l'échec et dans la haine des professeurs, alors là, oui, les élèves n'ont aucune chance. Alors parlons d'un problème social. Parlons d'un problème social, mais regardons-le en face. Le social, aujourd'hui, c'est une espèce de discours idéologique qui consiste simplement à imputer la violence, à faire remonter la violence des banlieues à la violence du système. C'est ça, les gens qui disent social. Il y a un système violent, et donc les jeunes de banlieue se révoltent contre ce système violent. Il y a des dominants et il y a des dominés. Les dominants peinards, ils se reproduisent sans rien foutre, et les dominés sont écrasés. Tout cela est largement faux. Et tout cela entretient précisément cette spirale de l'échec, et donc ce discours se nourrit de ses propres résultats. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Alors moi, je veux bien parler du social, mais je ne veux pas parler du social comme les sociologues, dans leur majorité, en parlent, parce que ce qu'ils disent est un tissu d'ânerie.